Alors bienvenue dans ce premier chapitre où nous allons voir l'installation de Ruby on Rails et on va parler un petit peu de la structure de ces dossiers. Donc comme pour n'importe quelle autre librairie basée sur Ruby, son installation se fait au travers de l'utilisation des gemmes. Donc il va suffire de taper gem install Rails pour installer Ruby on Rails. Alors avant de taper cette commande, je voudrais faire quelques petites précisions. Précision numéro 1, pour installer Ruby on Rails version 5, qui est la version à l'heure à laquelle je parle, il vous faut nécessairement Ruby en version 2.2.2 ou supérieure. Donc si vous avez une version inférieure, il faudra mettre à jour. Si jamais vous êtes sur Windows, il est possible d'installer Ruby on Rails, mais vous allez rencontrer pas mal de problèmes en termes de configuration. Alors, vous allez arriver peut-être à installer Ruby on Rails, mais plus tard, quand vous allez vouloir installer des gems, comme par exemple la gem MySQL, vous allez rencontrer des problèmes parce qu'il va manquer de dépendance. Et tout au long de votre apprentissage, vous risquez comme ça de rencontrer tout un tas de soucis. Donc, ce que je vous conseille de faire si vous êtes sur Windows, c'est plutôt de passer par une machine virtuelle qui vous permettra d'avoir un environnement au plus proche de ce que vous allez avoir sur votre serveur et qui vous permettra d'éviter tous ces problèmes et d'accélérer votre apprentissage. Voilà, donc n'essayez pas d'utiliser des outils tels que Rails Installer ou autre. Ça va fonctionner pendant un petit moment, mais dès que vous allez rencontrer des cas un petit peu plus avancés, vous allez tomber sur des problèmes et ça va véritablement ralentir votre apprentissage. Donc je pars ici du principe que vous avez déjà installé Ruby sur votre système, que vous avez la version 2.2.2 ou supérieure et que vous avez en ligne de commande accès aux gemmes. Si ce n'est pas le cas ou si ça vous pose des problèmes, n'hésitez pas à poster un commentaire et peut-être je ferai une vidéo juste avant pour vous expliquer comment configurer votre environnement. Donc ici, si je tape Ruby-version, je suis actuellement avec une version 2.3.1, donc qui est une version qui est suffisante, et j'ai accès à la commande gem qui me permet de récupérer une gem. Donc pour installer Ruby on Rails, on commence par installer la gem Rails. Donc on fait pour cela gem install Rails. Automatiquement, ça va récupérer la dernière version, donc ça va être un petit peu plus long suivant votre cas, mais moi je l'ai déjà installé, donc ça se fait très rapidement. Et maintenant, j'ai la gemme qui est installée. Une fois cette gemme installée, on va avoir la possibilité d'utiliser en ligne de commande la commande Rails qui va nous permettre de manipuler notre framework Ruby on Rails, mais aussi d'initialiser un nouveau projet. Donc si ici je tape Rails-version, ça me ressort la version qui est à l'heure actuelle la version 5.0.0.1. Donc pour créer un nouveau projet, vous vous rendez dans le dossier de votre choix. Donc ici, je me suis rendu dans un dossier Lab, qui est un dossier qui contient différents projets. Et à l'intérieur, je vais créer ma nouvelle application. Donc pour cela, je tape la commande Rails, New, suivi du nom que je veux donner à mon application. Donc nous, on va l'appeler ROR, comme Ruby on Rails, formation. Vous pouvez préciser différents drapeaux concernant votre configuration. Donc il y a un drapeau qui est important, qui est le drapeau database, qui vous permet de choisir le type de base de données que vous voulez utiliser. Donc par défaut, Ruby on Rails gère trois types de bases de données qui sont du PostgreSQL, du SQLite et du MySQL. Donc peu importe le type de base que vous allez utiliser, l'utilisation du framework va être la même. C'est-à-dire que l'ORM peut s'adapter suivant les cas. Moi ici, je vais travailler avec du MySQL, donc je vais rajouter le drapeau --database égale MySQL. Ça aura pour effet de préparer votre configuration et de rajouter les gemmes nécessaires pour la communication avec une base de données MySQL. Donc cette commande va créer différents dossiers et ça va aussi charger les différentes gemmes dont vous avez besoin. Donc pareil, ça va prendre plus ou moins de temps suivant votre système et votre connexion. Donc une fois ce projet créé, dans notre dossier Lab, il va créer un nouveau dossier qui va s'appeler ROR Formation, le nom de notre projet. Et à l'intérieur, on va retrouver la structure de notre application. Donc on va faire un petit point sur cette structure-là. Donc je ne vais pas l'ouvrir avec mon explorateur, mais je vais l'ouvrir avec mon IDE. Donc je suis désolé pour l'apparence un petit peu bizarre, mais j'ai grossi les polices histoire que vous voyez mieux les différents dossiers. Alors à l'intérieur de ce dossier ROR Formation, j'ai un premier dossier app. Ce dossier va contenir le code de notre application. Nous allons passer les 3/4 du temps à écrire du code dans ce dossier-là. Donc à l'intérieur de ce dossier, on a plusieurs sous-dossiers, donc on aura le temps d'y revenir dessus tout au long de la formation, mais rapidement. Le dossier Asset va nous permettre d'écrire notre CSS, notre JavaScript, et d'y placer les différentes images qui seront compilées ensuite par Ruby on Rails. Le dossier Channels va nous permettre de gérer les WebSockets, donc là c'est tout ce qui a trait au système de notification instantanée, ce genre de choses. On a les contrôleurs, c'est là que l'on va placer la logique de notre application, notre code. On a le dossier Helper qui va nous permettre d'écrire des fonctions qui vont être propagées et disponibles n'importe où dans notre application. On a le dossier Jobs qui va nous permettre de créer des tâches. On a le dossier Mailers qui nous permettra de gérer des emails à envoyer. Donc par exemple, si on a un email description utilisateur, on créera un nouveau mailer. On a le dossier Modèle qui va contenir les modèles
Donc ce sont des classes qui vont nous permettre d'interagir avec notre base de données. Pareil, on y reviendra dessus un petit peu plus tard. Et les vues qui vont contenir notre code HTML globalement que l'on va rendre au navigateur. Ou du code JSON ou n'importe quoi que l'on va ensuite rendre. Ensuite, à la racine, on a un dossier bin qui va contenir différents exécutables que l'on va pouvoir utiliser. Donc, de manière générale, ce dossier bin, vous n'allez quasiment jamais y toucher. On a ensuite le dossier config. Ce dossier contient, comme son nom l'indique, la configuration de notre application. Donc on y reviendra dessus un petit peu plus tard, mais par exemple, vous allez retrouver un fichier database.yml qui va contenir la configuration de notre base de données. On va aussi avoir un fichier application.rb qui va indiquer comment doit fonctionner notre framework. Et de la même façon, on a un fichier de configuration par environnement. Donc suivant que l'on soit en développement ou en production, on n'aura pas forcément les mêmes configurations. Donc par exemple, si on regarde Development, on voit qu'il enlève le cache au niveau des classes. Et il fait comme ça tout un tas de choses suivant que l'on soit en développement ou en production. Ensuite, on a un dossier DB. Ce dossier DB va contenir différentes choses concernant la base de données, donc notamment les migrations qui vont expliquer comment faire évoluer la base de données, mais aussi le seeding qui va permettre d'insérer des informations au lancement de notre projet. Pareil, on y reviendra dessus un petit peu plus tard. Le dossier lib est un dossier qui va contenir du code Ruby qui est externe à la structure Ruby on Rails. Donc dans ce dossier lib, vous allez pouvoir y mettre un petit peu n'importe quoi. Donc par exemple, si vous avez envie de créer une classe générique qui n'est pas un contrôleur ou quoi que ce soit qui est déjà dans le dossier app, c'est là que vous allez le placer. Vous avez le dossier log qui, comme son nom l'indique, va contenir les logs de votre application. Donc lorsqu'il va y avoir une erreur ou un problème particulier, ça va aller se placer dans ce dossier-là. On a le dossier public qui, lui, contient des fichiers assez classiques. On voit il y a des fichiers HTML et des PNG et un .ico, et même le fichier robot.txt. Donc globalement, ce dossier-là, c'est le dossier vers lequel vous allez faire pointer votre serveur web. Donc si vous utilisez Apache ou Nginx, vous allez lui dire la racine de votre site web, c'est dans ce dossier-là. Et automatiquement, il rendra ces fichiers s'il les trouve, ou sinon il passera par Ruby on Rails. On a le dossier test qui va nous permettre d'écrire des tests unitaires ou des tests fonctionnels. Donc ça, on verra ça dans une seconde partie. Pour l'instant, on ne créera pas de tests au fur et à mesure de la création de notre application. Ensuite, on a un dossier TMP qui, comme son nom l'indique, contient les fichiers temporaires. Donc on va y retrouver le cache, on va aussi y retrouver les sessions, tout ce qui doit être stocké temporairement, globalement, pendant l'exécution de votre script. Et enfin, le dernier dossier, c'est le dossier vendor qui va contenir des fichiers importés par des librairies externes. Donc par exemple, si vous utilisez une librairie qui utilise Tutor Bootstrap, il pourra injecter son CSS à cet endroit-là pour ne pas le mélanger avec le code de votre application. À la racine, on a aussi un fichier gemfile. Donc ce fichier est important, mais vous êtes peut-être déjà familier avec. Globalement, c'est un fichier qui liste les différentes dépendances pour notre projet. Et on le voit tout en haut, par défaut, il utilise MySQL2 parce qu'on a rajouté le drapeau database égale MySQL. Mais si vous avez utilisé SQLite, il utilisera autre chose. Et pareil, si vous mettez PostgreSQL. On a aussi le fichier gemfile.lock qui permet de locker les dépendances. Donc lorsque l'on a fait un bundle install, ce qui s'est fait automatiquement lorsque l'on a tapé la commande Rails server, automatiquement il a dit voilà toutes les versions des différents logiciels que j'ai téléchargés. Donc lorsque l'on déploiera notre projet, on publiera ce fichier gemfile.lock, ce qui permettra de s'assurer que lorsque l'on fait un bundle install, on se retrouve avec les mêmes versions des différentes dépendances. Et ça évite d'avoir des inconsistances et des surprises. Enfin, on a deux fichiers. Donc, on a le fichier config.ru. Donc, ça, c'est un fichier qui sert à Rack, qui est un outil qui va vous permettre de lancer un serveur web. Et vous avez ensuite le Rakefile, qui est l'équivalent de make, en fait. C'est juste qu'ils ont mis un R parce que c'est du Ruby. C'est un fichier qui permettra de définir différentes tâches. Donc, lorsque vous allez taper des tâches, ça passera par ce fichier-là. Mais globalement, le config.ru et le Rakefile, vous n'allez jamais avoir à y toucher. C'est quelque chose qui est utilisé par Ruby on Rails, mais vous n'avez pas besoin de trafiquer un petit peu dedans. Alors maintenant que l'on a parlé de l'architecture, on va voir comment lancer notre serveur. Donc par défaut, pendant que vous développez, vous avez la possibilité de lancer un serveur de développement à l'aide de la commande Rails Server. Donc au niveau de votre terminal, vous vous rendez dans le dossier qui contient votre application Ruby on Rails et vous utilisez la commande Rails qui a été importée grâce à la gem server. Et automatiquement, ça va lancer un serveur sur le port 3000. Et c'est ce qui vous écrit ici. Donc maintenant, si je me rends sur localhost de .3000, je vois qu'il me rend bien mon serveur. En revanche, il me donne une erreur parce que la configuration de ma base de données n'est pas bonne. Il n'arrive pas à se connecter à la base de données. Donc on va régler ce petit problème-là.
Donc pour ce faire, il faut aller dans la configuration et modifier le fichier database.yml. Donc là, ça n'utilise pas du Ruby, mais ça utilise une syntaxe qui s'appelle le YAML, qui est une syntaxe simplifiée. Donc globalement, vous mettez une clé, deux points, une valeur. Donc là, il dit j'utilise MySQL2, j'utilise de l'UTF-8 pour communiquer avec la base de données, le nombre de pools possible, donc le nombre de connexions, ensuite le login et le mot de passe. Alors moi ici, mon mot de passe c'est root, donc je vais mettre un login et un mot de passe à root, donc vous vous adaptez suivant les cas. Et ensuite, il nous donne le nom de la base de données pour l'environnement de développement, qui est l'environnement utilisé par défaut lorsque vous tapez la commande Rails Server. Donc moi ici, je vais appeler ma base de données tuto. Et pour que cela fonctionne, il va falloir que je la crée au niveau de MySQL. Donc je vais me rendre au niveau de mon terminal et créer cette base de données. Donc je ne vais pas utiliser ici l'outil tiers, je vais directement le faire depuis mon terminal. Et je vais créer une base de données que je vais appeler tuto. Et maintenant, je quitte. Je vais relancer la commande Rails Server. Et d'ailleurs, vous avez un petit raccourci qui est S. Si vous faites juste Rails S, ça va lancer votre serveur. Au passage, si vous êtes sur une machine virtuelle, vous avez la possibilité de changer le port, mais aussi de changer sur quel IP il va écouter. Si vous lancez juste la commande Rails S, il n'écoutera qu'en local. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à localhost 2.3000 et vous allez voir la page d'accueil. En revanche, si vous essayez d'y accéder depuis l'extérieur, donc moi ici je vais prendre mon IP sur le réseau, si je fais ça, j'obtiens une erreur comme quoi le site est inaccessible parce que par défaut, il n'écoute qu'en local. Si vous voulez qu'il écoute vraiment toutes les connexions rentrantes, vous mettez -B, donc ça c'est pour gérer le binding, et vous écoutez sur toutes les interfaces. Voilà. Donc là, maintenant, si j'essaie de m'y connecter même sur un réseau local ou en tapant mon IP, ça va fonctionner. Donc si jamais vous êtes sur une machine virtuelle, vous allez avoir peut-être besoin de rajouter ce petit drapeau là. Moi ici, vu que j'utilise la même machine à la fois pour écrire mon code et pour lancer le serveur, je peux laisser la commande telle qu'elle et taper localhost 2.3000. Voilà, mais je tenais à vous le montrer parce que c'est vrai que ça peut poser problème si jamais on n'arrive pas à accéder à notre serveur. Donc cette page est automatiquement générée par le framework, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code qui vous permet de le regarder. Si vous vous rendez dans le dossier app/views, vous n'avez pas une page qui s'appelle welcome, c'est généré automatiquement. Donc dès que l'on va commencer à écrire nos premières routes, cette page disparaîtra évidemment. Mais avant de commencer à écrire du code, un petit point sur où trouver des informations. Parce que lorsque l'on découvre un framework, donc les tutoriels vont vous permettre de vous aider, mais il faut être capable d'être autonome pour chercher des informations. Donc si vous vous rendez sur le site de Ruby on Rails, vous avez deux onglets qui vous intéressent. Le premier onglet guide vous contient, comme son nom l'indique, des guides écrits en anglais, entre guillemets, qui vous expliquent un petit peu différentes étapes. Donc vous avez différents chapitres, donc vous avez un chapitre concernant les modèles, un chapitre concernant les vues, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est découpé en plusieurs sous-chapitres qui vous expliquent simplement comment faire les choses. Donc c'est très très complet et globalement toutes les informations que je vais vous donner dans cette formation-là sont déjà disponibles dans les guides. C'est juste que c'est très long à lire et je vais vous donner un petit peu des raccourcis pour que vous puissiez apprendre les choses plus rapidement. Donc en plus de ces guides-là, vous avez aussi l'API. Donc l'API vous donne une vue un petit peu plus développeur des choses en vous montrant les différentes classes qui composent Ruby on Rails et en vous permettant de faire une recherche dès que vous cherchez des informations. Si par exemple vous trouvez une méthode et que vous avez envie de savoir comment elle a été écrite, vous tapez le nom de cette méthode-là, il va vous montrer où elle a été déclarée à différents endroits. Et si vous cliquez dessus, vous allez trouver le nom de votre méthode. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez accès aux sources et ça vous permet de comprendre aussi quels arguments prend cette fonction-là, d'où elle vient et comment elle a été injectée. Et ça vous permet de débugger votre application plus rapidement. Donc globalement, lorsque vous débutez, vous utilisez les guides pour qu'on vous explique comment utiliser les différentes librairies. Mais si jamais vous bloquez sur une fonction en particulier ou vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les méthodes disponibles au niveau d'un objet, dans ce cas-là, ce qu'il vous faudra faire, c'est utiliser l'API. Voilà, donc ces deux éléments-là sont hyper importants pour votre apprentissage. Donc ce que je vous propose de faire dans le prochain chapitre, c'est de commencer à écrire nos premières lignes et on va créer notre première page en utilisant Ruby on Rails.